Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Alors, je vous donne de la matière sur ma chaîne que vous n'entendez pas nécessairement partout, car tourner en rond autour des religions va nuire à l'unité et surtout à ce front commun. Kemet n'est ni un titre, ni une religion, c'est d'abord un état d'esprit pour faire face au véritable adversaire qui, lui, se moque de vous et de vos divisions, avec des jours et des jours passés sur des lives, voire des nuits entières, pour soumettre les esprits de vos frères et sœurs en se revendiquant athées, alors que cette notion vient d'Europe. Elle n'a jamais été athée, l'Afrique, ni l'Égypte antique. Il n'y a pas d'athée à la base. Réveillez-vous. Faisons de l'histoire. Question simple. Pourquoi on ne trouve pas de château fort en Égypte antique ni en Afrique, selon les historiens européens? Pourquoi, selon vous? Alors quand je dis château, je parle des fortifications que l'on trouve en Europe, vous savez, ce qu'on appelle les fameux châteaux forts médiévaux, particulièrement en France. La négation de l'apport des civilisations noires est ancrée dans les récits de l'Occident. Comme vous le savez, les constructeurs de ces édifices ont tous été en Égypte ou en Afrique pour aller chercher des méthodologies. Mais attendez, on va aller plus loin. Écoutez bien. À la fin de l'Antiquité, les Romains avaient ce que l'on appelle des castellum, des villes fortifiées, pour résister aux invasions barbares et sécuriser les frontières de l'Empire, avec un résultat mitigé. C'était purement défensif. Ce n'est qu'au IXe siècle que ce terme va désigner un lieu de résidence, le fameux château fort. Puisque nous sommes pour la vérité historique, on va revenir en arrière. Il y a 6000 ans environ, à Néken, ancienne capitale du sud de l'Égypte antique. C'est ici que nous trouvons les vestiges des premières fortifications à proprement parler. Narmer, fondateur de l'Égypte unifiée, il y a 5300 ans environ, est né dans cette ville. Il va, par la suite, fonder la capitale du nord de l'Égypte, Men-Nafoure, que vous connaissez sous le nom de Memphis. Et là aussi, il va y établir des fortifications. Par la suite, vous avez d'autres exemples avec Carthage et ses fortifications, tout comme le royaume d'Aksum en Éthiopie actuelle. Paradoxalement, en Europe, à la même période, c'était du bois et de la paille, malgré le supposé génie romain ou grec. Le site de Manoa au Zimbabwe doit être aussi une inspiration pour les Romains, comme le site de Djado au Niger. La fondation même du château fort va arriver avec la civilisation africaine de Garamante, et qui par la suite, avec les invasions maures, vont amener l'Europe de la barbarie à sa renaissance. Prenons un exemple historique. Si vous avez déjà visité un château, vous avez déjà vu que les escaliers étaient bien particuliers. La plupart des escaliers dans les châteaux médiévaux étaient construits pour être extrêmement étroits et tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Ce sont des Africains qui vont établir cette norme, car ils ont pensé à la stratégie dans la construction, puisque les châteaux médiévaux étaient d'abord construits comme des fortifications, pas des villas de résidence. Les escaliers étaient donc conçus pour rendre extrêmement difficile la progression des combattants ennemis qui seraient rentrés à l'intérieur et qui voudraient se frayer un chemin vers le haut pour aller atteindre les personnes qui s'y trouvent. Les ingénieurs africains ont constaté que la plupart des soldats étaient droitiers. Ils devaient donc contourner chaque courbe du mur intérieur avant de tenter de frapper l'ennemi, s'exposant inévitablement dans le processus à une représaille. L'escalier en colimaçon dans le sens des aiguilles d'une montre, permettait également aux défenseurs d'utiliser le mur inférieur, essayez de l'imaginer, comme un bouclier partiel et de leur permettre de manier leurs armes plus facilement, sans être gênés par la courbure du mur extérieur. Vous voyez, ça va loin. Les escaliers étaient généralement intentionnellement mal éclairés et construits pour être inégaux. Vous aviez des marches plus petites, plus grandes, ça rendait encore plus difficile les attaques. Et ça permettait d'éviter d'avoir un équilibre et le défenseur pouvait avoir un meilleur élan. Donc ainsi, vous voyez jusqu'où va cet apport? Il vous raconte même que les Africains vivaient comme des sauvages, mais c'est eux qui ont décalé les marches afin de compliquer la tâche des envahisseurs. Ils se sont adaptés au type de combattants qu'ils avaient en face d'eux. On vous dit que la terre sacrée ancestrale, c'est la savane des tribus sauvages, mais la négation de l'histoire, elle commence ici.
La tradition architecturale noire a duré près de 6000 ans. Donc vous voyez, avec cet exemple concret, quand vous passez des jours et des jours et des nuits dans des lives à attaquer les autres sur leur foi, en disant par exemple qu'un noir qui est chrétien est un imbécile, qu'un noir qui est musulman est un imbécile, qu'un noir qui est shintoïste, hindouiste, tout ce que vous voulez, bouddhiste est un imbécile. Je viens de terminer un film qui s'appelle The Soul of Africa. Il sortira incessamment sous peu, actuellement en montage, mais comprenez ceci, dans ce film que j'ai tourné en Afrique sur le terrain, pas dans les lives du blabla, j'ai été dans des églises, j'ai été dans des mosquées, j'ai été même dans des temples hindouistes. On peut se dire, qu'est-ce que fait l'hindouisme en Afrique? Et surtout, cela s'inscrivait dans le cadre du Festival des divinités noires d'Anéo, au Togo. Tout ça pour vous dire que, au cours de toutes ces rencontres, qu'est-ce que j'ai constaté? En parlant avec des fidèles, des paroissiens de toutes ces religions, et naturellement, aussi ceux qui sont inscrits dans une démarche d'ancestralité, c'est que, à vouloir retourner la tête des gens, ce n'apporte que de la division. Le vivre ensemble, la fraternité, ça passe d'abord par ce front commun. Ce front commun, c'est de bien comprendre que notre adversaire, ce n'est pas le noir avec le noir, l'africain avec l'africain. Vous voyez, l'adversaire, il est identifié. Et cet adversaire ne cesse de nier notre histoire. Donc, à ceux, d'ailleurs, je vous fais un clin d'œil, qui vont me qualifier, par exemple, hier on m'a dit que j'étais blanc, on me traite de chameau, on me traite de ceci, de cela. Ça ne changera rien à tout ça. Le nœud du problème, c'est pas moi. Le nœud du problème, c'est que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Et là, je m'adresse à ceux qui se revendiquent kémites et qui sont dans des combats perpétuels contre les autres. La fraternité, ça passe aussi par l'acceptation de ce qu'est l'autre. On ne peut pas imposer à l'autre un modèle. On ne peut pas non plus lui imposer une âme, un cœur, un esprit. Kémite, ok, si vous voulez. Moi, je suis aussi d'origine égyptienne, donc kémite, je sais ce que c'est. J'ai même écrit un livre dessus, Renaissance kémite. Vous voyez, allez écrire des livres à la rigueur, on va les lire avec plaisir. Et surtout, arrêtez avec les avatars, c'est pas productif. Se cacher derrière des avatars, constamment, insulter tout le monde et être très vindicatif et même humiliant. Puis surtout, j'ai envie de vous dire, il y a la qualité du débatteur. Quand moi je donne des conférences ou que je fais des débats sur le terrain, pas sur les réseaux, eh bien, je peux parfois être contredit et c'est normal, mais je vais apporter moi-même de la contradiction et je n'aurai pas de ChatGPT, des ordinateurs, etc. Mais je serai face à la personne et avec un public, vous voyez. Tout ça participe en fait à l'élévation intellectuelle. Mais quand vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas nécessairement de niveau, qui viennent peut-être pour défendre ce qu'ils considèrent comme leur foi ou leur tradition, c'est facile d'aller faire des répétitions et de les détruire en 5 minutes. Moi-même, j'ai été amené dans des lives à me clasher, entre guillemets, avec des personnes parce que je venais d'arriver sur ces réseaux et je considérais qu'en tant qu'historien, je devais amener une posture historique. Je garde ma posture historique, à savoir que je sais parfaitement comment sont arrivées ces religions sur la terre sacrée. Je sais aussi comment a été écrit, par exemple, la Bible, etc. Mais je considère que je ne suis personne pour pouvoir considérer, considérer, ça fait 2 fois, n'est-ce pas? Mais la répétition renforce la conviction. Je ne suis personne pour aller chercher dans le cœur des gens et je n'ai aucune autorité pour changer la trajectoire de l'âme d'un individu. Vous voyez? Donc, moi, je garde à l'esprit que l'Égypte antique était profondément spirituelle, que l'Afrique a toujours été profondément spirituelle. J'y réponds dans mon film The Soul of Africa. Et je le vends pas, mon film, parce qu'il y a rien. Ah ouais, il veut vendre des trucs. Il y en a un qui m'a dit ça hier. C'est pas un livre, c'est un film. Que vous le voyez ou que vous le voyez pas, il restera. Mais tout ça pour vous dire que je viens de vous faire, entre guillemets, une petite démonstration historique pour vous montrer que l'histoire n'est pas nécessairement celle que l'on croit. Intéressez-vous à l'histoire. Ne vous mettez pas dans des combats qui sont des combats entre nous. Et même si vous considérez, par exemple, de mon point de vue, que je serais un bêtise, que j'ai rien à voir avec vous, c'est pas grave. Ne vous combattez pas les uns les autres. Restez dans une fraternité supposée. Il ne s'agit pas de s'aimer, il ne s'agit pas de dire toi je t'aime pas. C'est d'être d'abord conscient que cette division n'apporte rien. Abonnez-vous.